donne la parole à Audrey. Alors, oxygénation apnéique, possible ou pas possible? La place, quelle place? Alors on va parler de ça. Merci beaucoup de me permettre d'être ici. Donc voilà, dans la place de l'oxygénation apnéique pendant le contrôle des voies aériennes. Donc on va commencer par un petit quiz pour lancer le débat. Donc quelles sont les réponses justes? L'oxygénation apnéique doit être utilisée pour toutes les intubations au bloc opératoire. Est-ce vrai? Peut remplacer une préoxygénation. Permet de ventiler le patient en apnée. Ne peut se réaliser qu'avec des lunettes d'oxygénothérapie nasale à haut débit. Permet de prolonger la période d'apnée sans hypoxémie. Donc je vous laisse réfléchir aux éventuelles réponses justes et vous aurez les résultats en fin d'exposé. Pendant la présentation, si vous avez des questions, des réflexions concernant ce quiz, n'hésitez pas à nous les envoyer via le réseau et nous les lirons au moment des discussions. Si on reprend une des premières études qui s'intéressait justement à l'oxygénation apnéique au bloc opératoire, c'était pour des patients avec intubation difficile prévue, donc qui étaient curarisés pour l'intubation difficile. Et ensuite, on leur mettrait le dispositif d'oxygénothérapie nasale à haut débit. Et le résultat principal de cette étude, c'était, donc là, vous avez en ordonnée la saturation en oxygène minimale pendant toute la procédure d'apnée. Et ici, en abscisse, le temps d'apnée qui va de 0 à 70 minutes. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que chez tous les patients, c'était 25 patients, et il y avait la moitié qui était obèse, on avait une saturation minimale qui restait supérieure à 90%, malgré la curarisation et le temps d'apnée parfois très prolongé, puisqu'on voit qu'en moyenne, c'était autour de 20 minutes, mais on pouvait aller jusqu'à 60 minutes de temps d'apnée là, pour un patient. Le corollaire, la conséquence, c'était l'hypercapnie, puisque cette apnée, malgré l'oxygénation, s'accompagnait d'une augmentation constante du taux de CO2 et donc d'une acidose hypercapnique avec des pH qui avoisinaient 7,10, 7,20 et des capnies souvent supérieures à 70 mm de mercure, en particulier pour les temps d'apnée prolongés lorsqu'on dépassait 30 minutes de temps d'apnée. Écoute, Audrey, l'hypercapnie à ces ranges-là, on n'est pas habitué à les observer en clinique. Oui. Est-ce que cela a des conséquences pour les malades? Alors, en cas d'hypertension intracrânienne, de processus intracrânien évolutif, oui, ça a des conséquences, il faut à tout prix éviter. Après, dans les autres cas, on aurait tendance à dire qu'il ne faudrait pas descendre sous un pH inférieur à 7,20, en tout cas pas de manière prolongée, mais il manque de données dans la littérature pour vraiment estimer les conséquences à court et long terme de tel taux d'acidose. Ça sera des périodes qui seront très courtes sur des patients en bonne santé. Voilà. Et si on en est à ce niveau-là, c'est qu'on a des soucis d'intubation. Exactement. Voilà. Donc il vaut mieux tolérer une hypercapnie, quitte à bien oxygéner le patient, voilà, puisqu'on n'a pas le choix à ce moment-là. Mais c'est sûr que ça ne doit pas être voulu. Absolument. Alors un peu de physiologie, comment ça peut fonctionner l'oxygénation apnéique? Comment de l'oxygène qui va être administré au niveau des voies aériennes hautes de la sphère ORL peut atteindre l'alvéole? Donc quand on regarde ce schéma donc très schématisé, hein, ici on a la pression atmosphérique qui correspond à la bouche, les voies aériennes, l'alvéole avec la pression alvéolaire et le vaisseau sanguin qui passe devant l'alvéole. Le sang arrive pauvre en oxygène et repart chargé en oxygène et arrive chargé en CO2 et repart décarboxylé. Ici, après une bonne préoxygénation, on a augmenté nos réserves alvéolaires en oxygène, on a une pression alvéolaire en oxygène qui est élevée et une pression alvéolaire en CO2 qui est plus basse que la pression sanguine. Qu'est-ce qui se passe? On a un flux de CO2 par gradient pour passer de 45 à 40 qui est modéré. Par contre, avec la préoxygénation et la pression alvéolaire élevée en oxygène, on a un flux très important d'oxygène de l'alvéole vers le vaisseau sanguin. Donc cette différence de flux entre le CO2 qui sort du vaisseau vers l'alvéole et l'oxygène qui va de l'alvéole vers le vaisseau entraîne une pression alvéolaire négative importante, autour de moins 20 cm d'eau. La pression atmosphérique est donc très supérieure à la pression alvéolaire. Et c'est par ce mécanisme qu'on a un appel d'air qui donc peut permettre l'entrée d'oxygène de la bouche vers l'alvéole. Donc quand on voit ce schéma, une des conséquences, et là c'est
le message majeur de la présentation, c'est qu'il faut que les voies aériennes soient perméables de la bouche à l'alvéole. Sinon, l'oxygène ne peut pas diffuser. Donc, il faudra faire une manœuvre de subluxation de la mandibule pendant toute la procédure afin de maintenir justement cette perméabilité des voies aériennes. Il faut que la préoxygénation soit suffisante avec une pression alvéolaire en oxygène assez élevée. Donc, si le patient a déjà désaturé, ça va être beaucoup moins efficace que si on le met en préventif justement pour éviter toute désaturation. Et enfin, il faut que les alvéoles soient ouvertes. Donc, en cas de pathologie alvéolaire pour une pneumonie, par exemple, ou en cas d'OAP, ça va forcément être beaucoup moins efficace. Est-ce qu'on peut aussi préoxygéner avec cette technique? Puisque là, on a parlé d'oxygénation pendant l'apnée, mais est-ce qu'on finalement on se dit on met des lunettes à oxygène dès le début de la procédure et on le laisse tout le long? Donc ça a été étudié. Et lorsqu'on regarde les fractions expirées en oxygène, selon qu'on préoxygène avec un masque facial étanche, qui est la technique de référence, ou l'oxygène nasal à haut débit, on aboutit à des fractions expirées en oxygène qui sont moindres avec l'oxygène nasal à haut débit. Donc, ça serait une méthode moins efficace de préoxygénation que le fait d'appliquer un masque facial étanche. J'ai une question à te poser, parce que lorsqu'on est chez des patients endormis, on peut monter les débits de gaz très hauts avec ce type de dispositif. Mais est-ce que c'est bien toléré chez le patient vigile, puisque tu parles de la préoxygénation? Est-ce qu'on peut se permettre de le faire à de pareils débits au-delà de 50 chez le patient vigile? Alors, ça dépend beaucoup des patients. Certains vont très bien le tolérer. Après, certains patients le tolèrent beaucoup moins bien. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à partir autour de 30 litres par minute chez un patient réveillé. Et ensuite, dès qu'on a commencé l'induction de l'anesthésie, de monter les débits à 60 litres minute, voire 100 litres minute pour les dispositifs qui le permettent. D'accord. Donc, plutôt une titration si on doit le faire avant. Plutôt une titration. Mais bon, on n'aura pas les mêmes résultats que la préoxygénation. Voilà, on n'aura pas les mêmes résultats parce que c'est des patients qui souvent ont la bouche ouverte et même quand la bouche est complètement fermée, ça ne permet pas d'avoir les mêmes réserves en oxygène qu'une préoxygénation bien conduite. Et ce, d'autant plus, et c'est l'étude d'après, qu'on compare cette méthode à la ventilation non invasive qui permet de faire encore plus de réserves en oxygène. Donc là, c'était une étude justement sur les patients obèses, donc patients particulièrement à risque de désaturation, dont on est très intéressé par l'oxygénation apnéique éventuellement, qui comparait ventilation non invasive versus oxygène nasal à haut débit. Et là, on voit que la fraction expirée en oxygène, encore une fois, un marqueur d'efficacité de la préoxygénation, était bien plus basse dans le groupe oxygène nasal à haut débit que dans le groupe ventilation non invasive. Donc pour conclure, quelles sont potentiellement les indications d'oxygénation apnéique pendant le contrôle des voies aériennes? Il y a des indications privilégiées. C'est l'intubation difficile prévue avec ventilation efficace prévue aussi, donc une apnée possible où on va pouvoir mettre tout le long de la procédure l'oxygénation apnéique. Après, il y a tous les patients à haut risque de désaturation, donc ça va être le patient obèse, d'autant plus s'il a une intubation difficile prévue. Et il y a beaucoup d'autres indications potentielles chez les procédures en ventilation spontanée où parfois on aboutit quand même à des apnées, donc où l'intérêt d'avoir une oxygénation apnéique est particulièrement patent. La fibroscopie pour intubation difficile prévue en vigile. Toutes les chirurgies ORL hors laser, panendoscopie, laryngoscopie en suspension. Éventuellement les endoscopies digestives sous réserve, encore une fois, d'avoir les voies aériennes libres et perméables. Et éventuellement d'autres indications. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous avons un de nos collègues qui a posé une question auquel tu as un petit peu répondu, mais indirectement. C'est peut-on faire de l'oxygénation apnéique avec du haut débit chez le patient estomac plein? Est-ce qu'il y a un risque de distendre l'estomac? Est-ce qu'on augmente? C'est peut-être pas dans la littérature ce type de données, mais est-ce qu'il y a un risque de régurgitation dans ce cadre-là? Alors, effectivement, il n'y a pas d'étude qui a clairement évalué ça, mais la réponse est a priori non. Il n'y a pas de risque parce que ce qu'on a évalué
Par contre, grâce à des dispositifs intratrachéaux de mesure de la pression expiratoire positive induite par ces dispositifs, c'est que bouche ouverte, on a 0 de pression expiratoire positive. Et bouche fermée, à un débit de 30 litres, on est autour de 2 de pression expiratoire positive. Et le maximum qu'on atteint, bouche fermée avec des hauts débits, c'est 5 à 6 de pression expiratoire positive. Donc, par exemple, par rapport à la préoxygénation en CPAP, on est au même niveau, voire à des niveaux inférieurs. Et sachant que pour aller vraiment réouvrir le sphincter supérieur, l'inférieur de l'œsophage, il faut dépasser 20 cm d'eau de pression cumulée. Donc, chez un patient conscient avant de l'endormir, ça ne paraît pas nocif, en tout cas en ces termes. Alors, on a un de nos confrères qui nous dit est-ce qu'on peut envisager, donc, dans ce cadre-là, vu les bénéfices-risques, la préoxygénation, pour qu'elle soit efficace, il faut une parfaite étanchéité du masque, hein, c'est ce que tu nous as dit. Alors, les patients claustrophobes, où on a un petit peu de mal à avoir cette étanchéité, est-ce qu'on pourrait, chez ces gens-là, dire l'oxygénation apnéique pourrait être une solution par défaut, ou il vaut mieux quand même, est-ce que ça pourrait nous aider à passer un premier cap et puis après prendre le relais avec le masque? Alors peut-être dans ces cas-là, si vraiment on a du mal à l'appliquer, on peut aussi essayer de laisser les lunettes d'oxygène apnéique dès le départ. Et après de mettre le masque par-dessus le visage. Tout à fait. En appuyant un petit peu sur les joues, on arrive à être étanche sans trop de problèmes. Et donc dès qu'on a commencé le tout début de notre induction qui commence à se relâcher, appliquer en plus le masque de façon étanche. Mais peut-être pas sans oublier le masque non plus. Oui, je suis d'accord avec toi. Vous êtes d'accord avec ces propos? Oui, absolument. Il y a une étude qui est sortie l'an dernier sur le risque de distension abdominale. C'est une étude dans un journal de radiologie au scanner. Alors, on ne connaît pas très bien la position et le temps passé avec l'oxygénothérapie haut débit. En tous les cas, la majoration était de l'ordre de 40 millilitres en volume mesuré au scanner, donc non significativement différent d'une préoxygénation au masque facial. Donc, on a un élément de sécurité là, qui est démontré sur l'imagerie scanographique. Alors, il y a une dernière question, puis après on passera à toi, Patrick. Et on en a discuté hier soir en préparant la session. Peut-on, lorsqu'on n'a pas d'oxygène à haut débit, est-ce qu'on peut utiliser les lunettes nasales simples, et peut-être que vous allez vous répondre les uns les autres par rapport aux différents temps? Alors, si on n'a pas l'oxygène à haut débit, utiliser les lunettes nasales simples, c'est toujours mieux que ne pas en utiliser. Donc, effectivement, oui, absolument, on peut les utiliser. Et en plus, quand on monte le débit d'oxygène à fond, même à l'oxygène mural, on peut atteindre 30-45 litres minutes de débit. Et sur des courtes périodes de temps, comme ça dure 3-4 minutes, c'est pas grave que ce soit pas humidifié, qui est l'avantage principal maintenant de notre dispositif d'oxygénothérapie nasale à haut débit. Donc, oui, moi, ça me semble une bonne idée si on l'a pas, oui. Super. Merci beaucoup. Je te rejoins et j'en dirai juste un mot tout à l'heure sur la partie canotte oxygénate. Ça fait partie des stratégies alternatives qu'il faut garder à l'esprit parce qu'elle est disponible immédiatement et donc elle ne nécessite pas un matériel qu'on n'aurait pas préparé à l'avance. Donc on en redira un mot tout à l'heure. On en reparle tout à l'heure. C'est super. Patrick. Alors Patrick.